Voilà donc, je le disais tantôt, le modèle de gestion institué par le gouvernement guinéen au sein de l'hôpital Donka a récemment fait couler encre et salive à travers les médias et les réseaux sociaux, puisqu'il a été fait appel à une expertise étrangère, notamment canadienne, pour désormais assurer le fonctionnement administratif et la gestion financière de cet établissement, ayant connu d'importants travaux de rénovation. Et les 4 hôpitaux régionaux annoncés aussi seront dans le même cas de figure, la gestion déléguée. La question donc, quels sont les avantages liés à cette gestion déléguée qui privilégie la maintenance des équipements médicaux et les infrastructures hospitalières. Là-dessus, nous avons notre compatriote résident en Angleterre en séjour en Guinée, Mamadou Diamba, senior manager pour le service national de la santé en Angleterre, en charge de la maintenance de 5 hôpitaux londoniens. Monsieur Dian, bonjour. Bonjour monsieur, oui. You're welcome. Thank you. Bien. Il faut rappeler que Talibé le connaît assez bien. Oui. Alors on vous laisse donc la possibilité de poser la première question. Mamadou. Ah bon? Bienvenue. Bienvenue. Okay, welcome. Ça veut dire de rien. Welcome, tout simplement. C'est ça? Very good morning to you. Non, de rien, c'est nothing, non? Et puis, non, quand tu dis welcome seulement, ça veut dire de rien. Alors, ça se dit you're welcome. Bon, il nous aidera à comprendre. Mais, you are welcome. Il me met au pas alors, direct. Mamadou Diamba, merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes titulaire d'un master en journalisme à Gamal. Soit dit en passant, on est de la même promotion. Ouais. Vous, Abakar Diallo, Abakar Kamara et autres. Et moi, vous avez ensuite obtenu un master en management à l'université de Westminster à Londres. Vous avez eu également un diplôme en gestion des projets de Leicester avec mention, diplômé en développement durable à l'Open University en Angleterre, diplômé en comptabilité de Westminster, diplômé en santé et sécurité et donc justement encore en Angleterre. Actuellement, comme Wouri le rappelait, vous êtes senior manager pour le service national de la santé. Et à cet effet, vous gérez justement 5 hôpitaux londoniens. Qu'est-ce qui vous a valu c'est vrai, faire de bonnes études, c'est une chose, mais avoir un emploi, une fonction aussi importante, en est une autre chose. Qu'est-ce qui vous a valu dans cela? un tel pays aussi, faut rajouter. Oui. Bonjour Mirador, bonjour à vos millions de téléspectateurs et auditeurs. Et voilà, de passage, je voudrais saluer tous nos collègues et puis nos camarades de promotion. Talibé a cité Sam Mamadou, Abakar Kamara, Aya Jawara, Fatim Sam, on a Nad, on a Lina, beaucoup de personnes. Abakar Diallo qui était le premier de la promotion, c'était le major de la promotion. Il faut le DG de film FM. Le DG de film FM. Ouais. Et Talibé se rappelle de ça. Et quand on a fini l'université ici, Yamoussa Sidibé, Mamadou Diallo avait pris les meilleurs de la promotion. Et puis on avait commencé à la RTG. Donc j'ai fait quelques mois là-bas. Moi je suis parti en Angleterre. Depuis voilà, j'ai abandonné le journalisme. Talibé, Kamara, tout le monde me dit que c'est un abandon de poste. Passible de poursuites devant la crière. Voilà, merci Talibé, merci à tout le monde. Et d'abord, je voudrais avant tout de dire, moi je suis fier de FIM FM. Bien. Et vous êtes écoutés à travers le monde entier. J'étais récemment au mois de juin au Canada, j'étais aux États-Unis. Partout où tu vas, c'est FIM FM que tu entends, que les gens écoutent. Bien. Et j'ai appelé Abakar Diallo, on a communiqué, il était surpris. Bon, Oudi Diallo, il était récemment aux États, comme on appelle en Angleterre. On était parti faire, comme on appelle, prier la prière de vendredi. Il y a un monsieur qui nous a interpellés dans la rue, il a reconnu Oudi. Il a dit, Oudi, c'est FIM FM, ça, hein? Absolument. Il a, oui, vous comprenez. Donc, moi, je suis très fier de vous quand je vois des amis qui, vraiment, vous avez du vent en poupe. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs du pays. Merci beaucoup. Bon, merci. Ceci dit maintenant, c'est vrai que comment faire du journalisme et puis aller faire de la gestion des infrastructures, il y a une question de destin aussi. Hein. Voilà. Absolument. Donc moi je suis parti en Angleterre, j'ai fait des études de management comme Talibé l'a dit. Et je ne sais pas si c'est un coup de hasard qui a fait ça, mais bon, je me suis retrouvé dans la gestion des infrastructures. Ça fait plus de 2 décennies maintenant que je suis dans ça. J'ai travaillé pour Goldman Sachs. Comme vous savez, c'est la plus grande banque d'investissement dans le monde entier. J'ai travaillé pour Facebook et Canary Wharf, ça c'est le quartier financier de Londres. Et maintenant le NHS. Le NHS, ça c'est le service de santé de l'Angleterre. Donc ils gèrent les hôpitaux, mais dans leur facette logistique, infrastructure, projet, maintenance, construction, reconstruction, renouvellement, réhabilitation, tout. Et donc on veut faire un peu le rapport, comme Talibé l'a dit.
entre ces modèles et ce modèle qui est en train d'être, si on peut le dire ainsi, expérimenté actuellement en Guinée, et c'est parti du cas de Donka, ça a crié, mais dans le fond, est-ce qu'on peut dire que c'est un modèle viable en partant de l'expérience que vous avez en Angleterre dans la gestion hospitalière? Bon, moi, je préfère qu'on appelle ça une gestion hybride, pas une gestion déléguée. Bien. Parce que si vous prenez le NHS, c'est la famille royale. Elle n'est pas unanime, hein. Il y a des gens qui ne sont pas pour la famille royale. Mais quand vous parlez du NHS en Angleterre, c'est la fierté de tout le pays. Bien. Vous comprenez? Donc, il faut parler d'une gestion hybride parce qu'il ne faudrait pas tout donner à des contractuels. Vous comprenez? Donc, vous-même, vous employez des gens, des experts, des ingénieurs locaux qui sont qualifiés, qui ont la formation professionnelle et technique. Et maintenant, il y a des spécialités, par exemple les ascenseurs, la mécanique, l'électricité, vous comprenez, les feux, l'incendie. Il y a des gens qui sont spécialistes, des compagnies. C'est les compagnies là qu'il faut employer et gérer les contrats. Vous comprenez? Donc, moi je préfère qu'on parle d'une gestion hybride. Ok. Une gestion En déléguée. tout cas, c'est votre modèle. Voilà, absolument. Et oui, peut-être pour continuer là-dessus, Oui, en tout cas, du côté de Londres. Pour y a demandé peut-être la viabilité de ce modèle-là. Je sais pas, il a oublié son micro. Est-ce que le modèle, est-ce qu'il est viable? Parce qu'il a posé la question sur la viabilité de ce modèle hybride dont vous décrivez. Absolument. Et moi, j'ai commencé dans le secteur privé. Ça fait seulement deux ans que j'ai commencé dans la fonction publique. Moi, je suis un fonctionnaire maintenant parce que je travaille pour la fonction publique. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai été pris à ce poste, c'est parce que j'ai servi dans le secteur privé. Bien. Vous comprenez? Donc, il faut en fait faire un mélange de genres. On a compris que déléguer tout à des contracteurs, ça ne marche pas. Parce que les contracteurs sont là pour l'argent. Vous comprenez? Ils sont venus pour gagner. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, si vous avez des gens qui sont compétents, au sein même de l'organisation, disons, prenons donc à Ignastine, il faudrait qu'il y ait des locaux compétents, les mettre, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On le dit souvent, mais il faut mettre ces gens-là qui sont compétents afin que les gens-là évaluent, surveillent le contrat octroyé à ces contractuels. Oui, ça, c'est un contrat viable. Mais faire un distinguo entre ceux qui sont dans la pratique du métier de médecin, donc qui sont dans les labos, qui sont dans les salles de traitement, et les techniciens, justement, même s'ils sont locaux. Merci, monsieur. Ça, c'est comment on appelle, c'est un point très, très important. J'ai une fois entendu le ministre de la Santé ici, Dr Pété, voilà. Il a dit que le médecin, c'est le patient. Vous comprenez? Je vais prendre un petit exemple, si vous me permettez. En 2020, moi, j'étais en Guinée ici, maman était malade. On l'a admis à l'hôpital de Ignastine. On a pris une cabine privée. Vous comprenez? C'était un samedi. On rentre dans la cabine, la climatisation ne marchait pas. Moi, je suis arrivé le dimanche. Il faisait excessivement chaud. On a payé 3 millions de francs guinéens. Je demande, mais je dis, comment se fait-il qu'on a une cabine privée? On me fait payer 3 millions, la ne marche pas. On me dit, va voir le médecin. Le médecin-chef. Le médecin-chef, vous êtes surpris? Parce que ça, ce n'est pas le travail du médecin-chef. Ouais. Vous comprenez? Il faudrait faire la séparation des responsabilités. C'est-à-dire tout ce qui est maintenance, tout ce qui est projet, tout ce qui est logistique, nettoyage, vous comprenez? Ça, ce n'est pas le travail du médecin. Le médecin s'occupe du médecin s'occupe du patient, pas de ses bouts. Donc, de ce point de vue-là, il faut entretenir ce genre de modèle qui est en marche à Donka. Absolument. Même si vous l'appelez hybride. Bon, moi, je ne suis pas très au courant du contrat et de Donka. Ok. Est-ce que Donka, la question que je me pose, est-ce que le gouvernement guinéen a donné la gestion de Donka entièrement à cette compagnie canadienne, tous les leviers à cette compagnie canadienne, ou bien c'est une partie? Est-ce qu'on a des ingénieurs locaux qui sont là, qui sont employés par Donka et qui répondent, c'est-à-dire à un local ou bien à un Guinéen, pas aux Canadiens. Parce que ça, c'est la question que je me pose. Il y a une direction générale, un DG, un DGA, et il y a également que l'équipe de gestion dite canadienne, elle est composée, je crois, de 5 personnes, dont un Guinéen qui a vécu au Canada. Donc, en réalité, il y a 4 expatriés, un Guinéen, mais tous travaillent avec
des ingénieurs guinéens qui sont déployés dans l'hôpital. Ça, c'est vraiment un modèle viable. C'est ce qu'il faut encourager. Il faut faire la promotion de ce genre de gestion. Bien. Oui, on va parler des hôpitaux guinéens. C'est vrai que vous vivez à Londres, mais de temps en temps, vous venez ici, vous avez un regard sur le fonctionnement de nos hôpitaux. Quels sont les indices de performance aujourd'hui pour les hôpitaux guinéens? Bon, vous savez, il y a plusieurs leviers quand on parle d'indices de performance. Et d'abord, il faut parler de la conformité. C'est très très important. Ça, c'est le premier volet. Il y a la santé et la sécurité. Il y a la maintenance réactive et préventive. La formation continue des ingénieurs. Les contrats. Quand je parle des contrats, c'est la résiliation, c'est le renouvellement, la revue. Vous comprenez, il y a tout ça. Et prenons la conformité. En Angleterre, si vous prenez la conformité, la conformité et la santé, c'est les deux priorités numéro 1 dans la gestion des infrastructures. D'abord, la santé et la sécurité. Ça, c'est la priorité numéro 1. Parce que on veut éviter qu'il y ait des accidents, des incidents. Parce que la priorité, c'est quoi? Dans les structures hospitalières. Voilà. La priorité, c'est quoi? C'est de s'assurer que les patients sont en santé et en sécurité, les travailleurs sont en santé et en sécurité, les visiteurs et le public, parce que tout le monde se rend pratiquement à l'hôpital, n'est-ce pas? En revenant à l'exemple de la climatisation, par exemple, qui ne marchait pas dans une cabine. Absolument. Oui. Donc, la santé et la sécurité, ça c'est le premier point. Maintenant, la conformité. Il y a en Angleterre ce qu'on appelle BMS. C'est le service de maintien des buildings. Vous comprenez? C'est un système qui est là, c'est un logiciel, ça vous permet de connaître tout ce qui se passe dans les buildings. Comment l'électricité, comment on appelle, les ascenseurs, l'éclairage, l'électricité, les tuyaux de refroidissement, les alarmes, comment on appelle, les groupes électrogènes. Vous comprenez? Tout ça, ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes. Parce qu'il y a les normes et les lois britanniques. Si vous n'êtes pas conforme, le gouvernement vient faire des visites inopinées. Par exemple, vous êtes obligé de faire une maintenance régulière, c'est-à-dire à des intervalles, peut-être c'est mensuel, ou bien c'est trimestriel, ou bien c'est chaque 6 mois, ou bien c'est par an. Donc il faudrait que tout ça soit pris en compte, que vous soyez conforme aux normes et législations britanniques. Moi, je me pose une question. En 2017, nous avons vécu un événement catastrophique, tragique en Angleterre. Il y avait un immeuble qui avait pris feu, vous vous rappelez? Absolument. 72 morts, vous comprenez? C'est à Grenfell Tower, on appelle ça à Grenfell Tower. 72 morts, c'est un immeuble qui avait pris feu à partir du 4e étage. C'est 24 étages, il y a eu 72 morts. Vous savez ce qui était à l'origine de ça? Un réfrigérateur qui a pris, comment on appelle, une panne. Quand vous partez à Ignatina Donga, il y a des ventilateurs, il y a des climatiseurs, des chauffe-eau. Absolument. Tout. Un peu de tout. Un peu de tout, on branche du quoi n'importe comment. Et ici, ce qui est grave, nous parlons d'un établissement hospitalier. Imaginez, ça c'est le pire, hein, excusez-moi, qu'il y ait feu là-bas. Il y a des gens, des malades. Comment les évacuer? Tout ça. Les ascenseurs qui ne marchent pas, qui n'ont presque même jamais marché. Par exemple, à Donka, qui est renouvelé maintenant, ça n'a pratiquement jamais marché. Et tout ça est remis à l'État aujourd'hui. Et justement, le focus est mis sur le maintenance permanent, qu'on n'entende jamais que l'ascenseur ne marche pas aujourd'hui, ou que la clim, comme dans le cas malheureusement de votre maman à l'époque, ne marche pas parce qu'il y a des gens... Ou que les ambulances sont en panne. Sont en panne parce qu'il y a des gens en backup qui s'en occupent. Écoutez, je parlais de maman récemment. Tantôt, et quand on ramenait le corps de la maman à Kindia, en cours de route, le chauffeur de l'ambulance nous a dit à 40 km de la ville, il dit qu'il n'y a plus d'essence dans l'ambulance. Mais voilà. Il fallait qu'on sache qu'il cherche un bidon d'essence, chercher de l'essence. Mais ça, c'est de l'amateurisme, ça. Vous comprenez? Il faut tout gérer, il faut tout anticiper. C'est-à-dire quand quelqu'un loue, par exemple, une ambulance à 3 millions, que tout soit prêt. Absolument, que toutes les conditions soient créées. Vous comprenez? Donc, excusez-moi, je voudrais seulement revenir sur un point très très important. En parlant de la conformité. La conformité, c'est-à-dire le test du matériel électrique. C'est très très important. Il y a combien de feux à Conakry, à Madina, vous entendez, il y a des courts-circuits. Vous comprenez? Le test qu'on fait là, c'est un test annuel. Et ça ne coûte même pas de l'argent. Vous comprenez?
Pour faire un test d'un immeuble ici, tout le bâtiment, même ici à Mirador, normalement on doit tester tout ce matériel électrique. Parce qu'un petit problème, un petit court-circuit peut causer endommager tout le bâtiment. Voilà. Et ça ne coûte même pas 400 livres. Ça, c'est près de 4 millions de francs guinéens. Vous comprenez, par an, ça c'est un bâtiment ici. Parce que c'est par comment on appelle, équipement qu'on fait le test. Et puis le test, c'est quoi? Quand on fait le test, soit ça passe ou ça ne passe pas. Vous comprenez? Ça échoue ou bien ça commence à un succès. Si ça échoue, on dit il faut le changer ou bien il faut le réparer. On met un certificat sur ça et puis on dit, en fait, le micro a été testé par exemple. Aujourd'hui, nous sommes le 11, non? Le 11 novembre. Le 11 novembre 2022. Donc, le prochain test, c'est le 11 novembre 2023. Comment le micro, ça passe, ça marche bien. Tout ça, c'est dans le cadre de la conformité. De la conformité. Maintenant, la maintenance réactive et préventive. Nous avons souvent des pannes. Ça, c'est inévitable. Dans tous les établissements, que ce soit, comme on appelle, hospitalier, comme on appelle, universitaire, industriel, les immeubles. Quand il y a des problèmes de maintenance, il faut aller réparer. Vous comprenez? Mais il faut mettre un accent particulier sur la maintenance préventive. Il faut avoir un calendrier. Parce que il y a cet adage qu'on dit, vaut mieux prévenir que de guérir, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir ce plan de maintenance préventive qui est là. Il faut mettre du budget. Parce que si vous maintenez vos équipements, sincèrement, vous aurez moins de problèmes à les maintenir, à les réparer, vous comprenez? Donc, c'est moins coûteux. Et c'est là il faut mettre un accent particulier sur la maintenance préventive. Maintenant, la formation continue des cadres. Les infrastructures, la mécanique, l'électricité, c'est en évolution permanente. Donc, il faut former les cadres. Chaque fois, il y a des nouveaux engins, il y a des nouveaux matériels électriques. Il faut les former. Il ne faudra pas qu'il y ait une stagnation. Et maintenant, le 5e volet, c'est la gestion des contrats. Parce que vous avez, prenons le cas de Donka, vous avez un contractuel qui est là en Guinée qui va gérer Donka. Il faudrait qu'il y ait un mécanisme de surveillance et de revue de ce contrat. D'abord, un contrat de plus de 3 ans, ce n'est pas un bon contrat. Vous comprenez? En Angleterre, c'est 3 ans maximum. On dit 3 ans renouvelables. Vous comprenez? Au bout de ces 3 ans, si vraiment votre performance est vraiment bonne, vous continuez. Si ce n'est pas bon, on résile le contrat. Parce que tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Il est très difficile de sortir d'un contrat lorsqu'il a été signé. Vous comprenez? Et moi, je prends un autre exemple avec Goldman Sachs, quand j'ai travaillé là-bas. Vous savez, comme Goldman Sachs avait confié la gestion de la maintenance à une compagnie privée, CBRE. Dans le contrat, c'était stipulé, une ampoule, si une ampoule ne s'allume pas, au bout de 4 heures, il faut la réparer. Si vous ne la réparez pas, c'est $600. $600, vous comprenez? Que le contractuel doit payer. Mais là, doit payer. Vous comprenez? Donc, ça, c'est une sorte de pression sur la compagnie étrangère afin d'honorer son contrat. Parce que c'est que ça va, ils vont cogner leur poche. Absolument. Alors, docteur, donc on continue. Vous souhaitez une expertise locale, par exemple, dans le cas de l'hôpital Donka? C'est votre souhait? Non, je ne dis pas une expertise locale. Je veux dire, il faudrait qu'il y ait des cadres compétents qui connaissent vraiment la gestion du contrat, la gestion des infrastructures. Parce que sinon, les gens, ils vont mener en bateau. Vous comprenez? Si vous avez des infrastructures... Donc, il faut un suivi, une évaluation permanente, justement, du contrat. Ouais. Bien. Alors, docteur, vous avez une expérience, très longue expérience déjà, et une expertise sur le chiquier international. Pourquoi ne pas venir travailler chez vous en Guinée? Qu'est-ce qui vous bloque? Il est anglais aussi, hein, il a la nationalité. Oh oui, mais il peut travailler en Guinée. Si on n'a pas pu le garder, qu'est-ce que tu veux? Non, il est allé à l'exil. Bien, quel exil? Son homeland, c'est la Guinée. Oui, alors allez-y, pour répondre rapidement à la question. Je rappelle que nous avons pratiquement 5 à 6 minutes avant d'aller en sport. Monsieur Kaba, merci, je ne suis pas en exil. C'est abandon de poste. Voilà. Alors, ces images nous rappellent que vous êtes à la tête d'une équipe d'une trentaine de personnes en Angleterre dans la gestion des 5 hôpitaux dont on parlait tout à l'heure. Et là, vous êtes en réunion d'équipe d'évaluation, d'équipe que vous coachiez en Angleterre. Voilà. Ouais, je me rappelle, oui, ça c'est lors de la visite qui avait été présent ce jour-là. Exactement. Je me rappelle, c'était le jour même du bilan. Et c'est une fierté pour moi quand on dit qu'un Guinéen coiffe par exemple 32 personnes, 5 hôpitaux et gère aussi 25 buildings, 25 immeubles. Et Wouri était présent. C'est moi qui avais présenté le bilan aux directeurs généraux, aux chief exécutifs, tout le monde, devant tout le monde. Il était présent ce jour-là, vous comprenez? Donc,
Une parenthèse, M. Kaba, en 2019, moi, je voulais revenir en Guinée parce que maman était malade. Elle est de Gawal. Moi, je connais Akumba. Et maman est de Gawal, elle est décédée. Amin. Moi, je voulais revenir en Guinée. J'ai même rencontré un baron du régime de M. Alpha Condé qui voulait que je revienne. Il m'a rencontré à Londres. Il dit, monsieur, il faut revenir en Guinée travailler. Je suis venu ici. Je suis là pendant 5 mois. J'ai laissé mon boulot là. Mais j'avais du problème à avoir du boulot. Absolument. Vous comprenez? Ouais. Donc, je vais seulement dire que c'est une fierté pour moi. Moi, j'aimerais un jour revenir en Guinée. Pas lorsque c'est les vieux là avec, comment on appelle, avec des béquilles, voilà, servir le pays. Souvent, et partager les expertises. Peut-être que Akumba a une petite analyse, cabinet. Mais en attendant, peut-être la dernière question, Basekou Talibé. Oui, en fait, je reviens à une question que j'ai posée. Je dis c'est bon de faire des études, de telles études en Angleterre, mais qu'est-ce qui a été le déclic à ce que vous puissiez occuper une telle fonction devant combien de Britanniques, j'ai envie de dire? D'origine. Bon, je crois que dans le monde entier, quand on parle de l'Angleterre, ce pays a une particularité. C'est la méritocratie. Le poste que j'occupe, il y a eu 72 applicants. Postulants, vous voulez dire? Postulants. Je parle, maintenant je me lance, excusez-moi. 72 postulants et 8 avaient été présélectionnés. Et parmi ces 8, c'est moi qui avais été retenu à ce poste. Il y a une, comment on appelle, une forme ou bien le recrutement, il est vraiment rigoureux. Parce qu'il y a 3 processus, il y a 3 étapes à passer. D'abord, il y a l'application, il y a le CV et la lettre de motivation. Le CV, il faudrait qu'il soit bien étoffé, vous comprenez? Maintenant, il y a aussi la lettre de motivation, il faudrait savoir bien rédiger, vous comprenez? Le second étape, c'est durant l'interview. Qu'est-ce que vous apportez comme un nouveau établissement? Le troisième point, c'est le test. C'est-à-dire, pour avoir un boulot, ici, j'entends souvent, j'étais à l'étranger quand le CNRD a pris le pouvoir, j'ai entendu beaucoup de Guinéens qui revenaient en Guinée. Mais si, par exemple, on m'emploie aujourd'hui en Guinée, moi, je ne peux pas revenir ici au bout de 3 mois. Parce que j'ai un contrat, j'ai un poste de responsabilité. Vous comprenez? Donc, il y a un préavis de 3 mois. Vous comprenez? Donc, c'est la méritocratie. Il faudrait que, moi, je voudrais... C'est pas s'il faut dire, je rêve de voir un pays, notre pays où c'est la méritocratie, qu'on abandonne la kakistocratie, qu'il y ait, qu'on mette les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Bien. Comprenez? Donc ça, c'est très, très, très important. Alors, oui, cabinet? Non, je voulais en fait rajouter que ce qu'il dit est très important en termes de management, de plutôt mettre en avant les compétences que de le faire avec une certaine forme de clientélisme. Mohamed le rappelait tout à l'heure, il parlait du fonds minier, fonds d'investissement minier qui va en vrille parce que tout simplement, ceux qui y sont ne sont peut-être pas des gens compétents. Absolument. Et là-dessus, ça freine beaucoup de gens qui sont à l'extérieur et qui ont les compétences à revenir en Guinée parce que tout simplement, ils se disent qu'en revenant, ils ne peuvent pas être à leur place. Ce n'est pas forcément la question de rémunération. C'est d'abord les conditions, se retrouver dans les conditions idéales de pouvoir impulser un peu la dynamique et mettre en application ce qu'ils ont appris à l'école ou dans leur expérience antérieure. Et cela, il faut un management là-dessus et permettre à ce que tout cela soit possible. Oui, Akumba. En fait, moi, un petit commentaire, une petite question. On a constaté que la Guinée dépense beaucoup dans les infrastructures, il faut être honnête. On construit des bonnes infrastructures et après on les laisse, comme vous avez dit, le constater, on les laisse entre les mains de ceux qui ne connaissent pas la valeur ou en tout cas ceux qui ne savent pas s'en servir. Et puis, quelques mois après, c'est soit les toilettes sont bouchées ou en tout cas, il y a des problèmes. On détruit les infrastructures alors que ce sont des grands investissements. Les toilettes de l'hôpital. Les toilettes de Niasdine à l'époque. Oui, on en a parlé ici. C'est ce qui fatigue un peu la Guinée. C'est un constat de ma part. C'est mon propre commentaire. Je ne vous l'attribue pas. Mais généralement, monsieur, quand des Guinéens excellent comme vous à l'étranger, ils ont généralement des petites ONG juste pour assister soit le village ou la région ou pour de temps en temps transférer les compétences
ou même venir en assistance aux hôpitaux comme c'est votre champ d'exercice. Est-ce que vous avez une ONG en Guinée ou est-ce que vous coopérez avec les ONG? Comment vous faites pour transférer l'expérience à partir de là où vous êtes? Parce que moi, je souhaite que vous diriez là-bas d'abord, parce que dès que vous allez arriver ici, vous allez vous tropicaliser et vous allez oublier toutes les exigences de l'autre côté. De l'autre côté. Bon, généralement, c'est ce qui se passe aussi. Hein. Il n'a pas tort, Akoumba. Merci, M. Akoumba. Bon, moi, je n'ai pas une ONG. Et souvent, quand je viens ici, je rencontre des cadres qui sont dans le domaine des infrastructures. J'ai même rencontré un des ministres de l'ancien régime des infrastructures. On a causé, je lui ai proposé des idées. Et comment est-ce qu'on gère là-bas, mais c'est resté lettre morte. Hein. Et je me rappelle une fois, j'ai rencontré un de mes amis, Sinkun Kaba, qui est du garage gouvernemental. Il était à Londres. Et quand je l'ai rencontré, ça, c'est lorsque je suis venu en 2019, lorsque je voulais rester. Je lui ai dit, bon, tu veux rester, mais si c'est pas ça, je vais même enseigner, quoi. Moi, je voudrais enseigner. Et puis, quand j'ai dit que je voudrais enseigner, il était surpris. Hein. Donc, moi, je voudrais enseigner dans la gestion des infrastructures. Parce que moi, si je reviens en Guinée, et je voudrais revenir en Guinée, je ne voudrais pas seulement être sur le terrain, travailler dans les infrastructures. Je voudrais être à l'université, partager ma petite expérience avec les gens. Bien. Et il faut rappeler aussi qu'il y a, on l'a dit tout à l'heure, hein, le ministre Pété et son équipe, et Mohamed Kaba est revenu là-dessus la dernière fois, je crois, implémentent ce même modèle avec les hôpitaux régionaux qui vont être construits à l'intérieur du pays. Mais ici, à Conakry aussi, on a Ignace Dine qui est à l'État, normalement qui doit peut-être être reconstruite à l'image de Donka aujourd'hui. Peut-être que le même modèle peut y être implémenté. En 30 secondes pour conclure, M. Gam, avant qu'on ne passe à notre dernier sujet du jour. Bon, merci. Moi, j'ai appris que le nouveau ministre, moi je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, qu'il a vraiment de grandes ambitions pour la santé, M. Pété. Oui. Et peut-être que je pourrais... S'il m'écoute ou bien s'il y a des gens qui sont intéressés dans le domaine des gestions des infrastructures, si c'est possible de créer... Glisser des conseils. Oui, bon, pas des conseils, parce que quand tu dis conseil, ça implique, il y a une sorte de prétention qu'on connaît. D'accord, ok. Bon, moi je voudrais leur suggérer peut-être de créer une direction nationale de gestion des infrastructures hospitalières, si ce n'est pas créé. Parce que vous avez le CHU, vous avez les hôpitaux régionaux, les centres de santé dans les villages, tout ça. Donc, si vous avez ça, il y a un budget qui est là. Et une direction qui s'occupe de ça, qui gère ça. Parce que il faut, comme l'a dit M. Akoumba, il ne faut pas construire de beaux centres de santé, de grands hôpitaux. Donc, et puis finalement, après 2 ans, vous avez un état de délabrement vraiment non souhaitable. Vous comprenez? Bien. Et l'autre point, c'est la formation. Bien, continue. En Guinée, la formation continue. En Guinée, tout le monde veut faire, par exemple, du journalisme, c'est du droit, c'est les finances. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Mais en Guinée, c'est un pays en construction. Tout le monde veut être universitaire, vous voulez dire. Voilà. Donc il faut des formations techniques. Des formations. Mais là, on peut vous rassurer, il y a le ministre qui est là-dessus actuellement. Oui. Il est en train de mettre les bonnes bases. Il s'agit de Alpha Bakar. Aucune démagogie là-dessus. C'est du réel. Et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus dans ce studio. En tout cas, c'était une première, mais pas une dernière fois, M. Gam. Merci d'être passé. Et nous continuons à vous donner la parole, comme à bien d'autres compatriotes de la diaspora. Et merci pour les cravates et la montre. Bien, voilà. Pour le cadeau. De quoi titiller Mohamed Kaba. Et merci pour la promenade à Londres quand j'y étais. Et à très bientôt, Omar. Merci d'être passé. Merci à tout le monde. Merci pour l'invitation. Et puis on va parler sport dans 1 minute seulement.